Bonjour, merci monsieur le modérateur de nous avoir passé la parole. Je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter d'une thématique qui est extrêmement importante pour le Mali, d'autant plus que hier seulement un ami entrepreneur me racontait mon projet avance à deux vitesses. Il y a la vitesse normale et il y a la vitesse avec les frais complémentaires. Et il ajoutait, si je paye, ça va vite. Mais si je ne paye pas, ça n'avance pas. Et cette petite phrase résume tout le problème parce que dans une économie, la croissance devrait dépendre du travail et de l'innovation, pas du montant posé sur un bureau. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment cette réalité au Mali affecte la croissance économique de notre pays. Et les économistes ont essayé de comprendre ce décalage, raison pour laquelle ce thème est d'autant beaucoup plus important, c'est-à-dire voir l'impact de la corruption sur la croissance économique au Mali. Pour ce faire, nous organisons notre présentation autour de 7 points, je crois. Le premier point, c'est l'introduction. Ensuite, nous allons baliser le terrain à travers le cas théorique. Je vous présenterai quelques études récentes sur le Mali. Euh, Ensuite, je dégagerai la problématique et les objectifs de cette présentation, les outils que nous avons mobilisés, les résultats, et je finirai par une conclusion et quelques recommandations de politique économique. D'entrée de jeu, il faut savoir que quand on parle de corruption, euh, cette corruption demeure, je dirais, l'un des principaux obstacles au développement économique en Afrique subsaharienne. Selon la Banque mondiale en 2023, cette corruption représente un coût équivalent à environ 5% du PIB mondial, ce qui va avoisiner plus de 3000 millions de milliards de francs CFA. Et je dirais aussi que cette corruption impacte directement la qualité des infrastructures, la confiance des citoyens envers les institutions, et ça impacte également l'efficacité de la dépense publique. Sur le plan théorique, il faut savoir qu'il y a euh, trois grandes théories ou trois grands cadres théoriques qui permettent de comprendre comment la corruption s'installe et comment elle abîme la croissance économique. La première théorie que je vais vous présenter ici, c'est ce qu'on va appeler la théorie du principal agent qui a été développée par Klingard en 1988. Et cette théorie stipule que l'État délègue des responsabilités à des agents qui peuvent être ou qui sont des fonctionnaires, des directeurs de projet, des gestionnaires. Mais si ces agents ne sont pas surveillés, euh, si ils ne risquent aucune sanction, ou si peut-être l'information est asymétrique, ils peuvent utiliser ce pouvoir pour des intérêts privés. C'est ce qu'on observe dans beaucoup de pays africains, y compris le Mali, notamment dans les douanes, les marchés publics, euh, je vais dire également au niveau foncier. Et les citoyens ou les agents économiques d'une manière générale vont se retrouver dans une situation de contourner les règles pour pouvoir avancer parce qu'ils n'ont pas le choix. Notre deuxième cas théorique, et c'est ce qu'on appelle les coûts de transaction de NOF qui a été publié en 1990. Pour NOF, quand la corruption est élevée dans un pays, tout devient plus lent, plus incertain et même plus coûteux. Au bout du compte, une entreprise ne sait pas combien elle doit payer, ni à qui elle doit payer. Donc,
l'entreprise va se retrouver dans une situation d'hésitation. Donc l'entreprise va hésiter à investir et les projets publics vont devenir plus chers, moins efficaces et cela se traduit par beaucoup d'éléments, notamment des retards dans les infrastructures, les surcoûts au niveau des routes et même un accès compliqué, je dirais, aux documents officiels. Et donc, au bout du compte, on aura un impact macroéconomique qui va ralentir le PIB et aussi la perte de compétitivité au niveau national. Le dernier cas théorique, c'est un courant de la littérature qui a longtemps soutenu que la corruption pouvait euh, euh, huiler les rouages. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse Green the Wheels. Euh, Autrement dit, la corruption permettrait de contourner une administration qui est trop lente. On a tous entendu par exemple des exemples pour payer pour obtenir un document plus vite, ou même débloquer un dossier administratif, ou même accélérer une procédure. Voilà, donc pour vous dire que la petite corruption, selon ces auteurs-là, permettent d'augmenter la croissance. Mais la recherche empirique montre que cet effet est vraiment très limité dans le temps. Une fois que l'agent a compris que le pot de vin rapporte plus que son salaire, il crée lui-même des obstacles pour maintenir ce système. Donc la corruption va cesser d'être un contournement, elle va devenir elle-même le problème. Donc au Mali, exactement les données montrent que ça c'est très fréquent et cela nous permet d'aller plus loin dans la revue de la littérature où nous allons voir ici les travaux récents qui confirment scientifiquement l'impact économique de la corruption. Le premier travail scientifique que je vais vous montrer, ça c'est une étude très importante et l'étude a été, je dirais, publiée en 2023 par Oyibo et ses collègues. Ils ont essayé d'analyser, je vais dire, la relation entre corruption et croissance économique au Mali en utilisant les données qui couvrent de 1988 en 2021, soit 30 ans. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il existe un seuil de corruption au-delà duquel ces effets deviennent destructeurs. Et pour eux, la petite corruption, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 1, 0, corruption extrême, extrême élevée, corruption extrêmement élevée, et 1, aucune corruption perçue. Donc, la corruption va commencer là, ça monte, ça monte. Dès que ça atteint le seuil de 0,07, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, on va contourner certaines tâches administratives et les procédures vont bouger parce que nous sommes dans un système bureaucratique qui est très lent. Mais une fois qu'on atteint 0,07, donc la corruption va devenir plus intense, plus fréquente ou même plus symétrique, systémique, excusez-moi, et elle va freiner la croissance économique. Et pour cette étude, le Mali a déjà atteint ce seuil, raison pour laquelle nous sommes dans une situation où nous sommes au-delà de ce seuil de 0,07 et, et cette corruption actuellement est en train de freiner la croissance économique au Mali à travers quoi? À travers, je dirais, le détournement des ressources, la surfacturation de certains projets, la mauvaise allocation du capital public, la fuite des investisseurs, et aussi les pertes de confiance auprès des institutions. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui au Mali dans sa globalité. Mais l'étude recommande aussi de quand même renforcer le contrôle des dépenses publiques, d'améliorer aussi la qualité institutionnelle et de voir comment nous pourrons réduire la bureaucratie administrative, car l'étude a été très évidente. Plus la corruption dépasse ce seuil, plus la croissance est pénalisée. Euh, la deuxième étude que je m'en vais vous présenter est l'étude qui est réalisée par Traoré et ses alliés. Et ils essaient d'analyser aussi le lien entre la croissance économique au Mali et la qualité de ses institutions. Ils ont utilisé une base de données de 1996 à 2022. Ils sont arrivés à la conclusion que ce ne sont pas seulement les ressources économiques qui expliquent la croissance, mais surtout la capacité des institutions à fonctionner correctement.
Et c'est pour ça que les auteurs utilisent les indicateurs internationaux de gouvernance. Pour eux, le contrôle de la corruption a un effet positif sur la croissance. Les voies et les responsabilités, dans les voies de responsabilité, ils mettent la liberté d'expression, ils mettent la participation citoyenne, ils mettent la transparence. Tout ceci auront un effet positif sur la croissance économique. Aussi un élément important, ils ont parlé de stabilité économique. Quand on a une stabilité politique, excusez-moi, cette stabilité politique avec l'absence de terrorisme, l'absence de violence, l'absence de conflit, on aura des effets positifs sur la croissance économique. Maintenant, le problème avec leur étude, c'est qu'ils ont trouvé, n'est-ce pas, l'effet négatif de l'efficacité gouvernementale, comme le symptôme d'une administration lourde, centralisée et peu performante. Comme vous savez, en Afrique, quand l'État va essayer d'extrapoler ses interventions auprès de certains services, on se rend compte qu'au début de ces réformes, ça peut retarder la croissance, mais avec le temps, que les agents comprennent les réformes, l'impact sera vu plus tard. Mais actuellement, là où nous sommes, le système institutionnel dans son ensemble qui conditionne l'impact de la corruption sur l'économie. Ce n'est pas seulement le contrôle de la corruption qui peut booster la croissance. Il faut que ça soit accompagné par tous les indicateurs internationaux de gouvernance. Donc, parlons plus de bonne gouvernance. Donc, la troisième étude que je souhaite présenter est celle du Fonds monétaire international. Je pense qu'il a été publiée en 2015 et les résultats spécifiquement consacrés au cas du Mali, hein. Et elle propose un résultat très important. Et qu'est-ce que ce résultat nous dit? Euh, la détérioration des indicateurs de gouvernance en 2008-2013 a réduit la croissance économique du Mali de 0,7 points. Et on peut dire également que cette perte, ou je ne sais pas, cette perte due à la mauvaise gouvernance a coûté au Mali à peu près 150 millions de dollars en 5 ans. Okay? Et le rapport montre que 8 à 10% de la variation de la croissance dans ces pays comparables comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, s'explique par la corruption et la faiblesse institutionnelle. Donc, le FMI a utilisé un échantillon de pays comparables et c'est ce que je disais tout à l'heure. Autrement dit, dans les économies très généralement en développement, comme au Mali, la qualité des institutions, je dirais, joue un rôle presque aussi important que les facteurs classiques comme le capital ou la consommation. Parce que si vous lisez l'étude en profondeur, l'étude insiste sur plusieurs mécanismes concrets par lesquels la corruption pourrait réduire la croissance. Donc, parce qu'il y a les coûts des investissements publics, il y a des projets d'infrastructure qui deviennent plus chers, moins bien réalisés et même, on dirait plus loin, nécessitent souvent davantage d'entretien. Donc, elle va réduire l'efficacité des dépenses publiques. L'argent dépensé ne va plus correspondre ou l'argent dépensé correspond pas toujours au service rendu. Donc, ce qui va diminuer la productivité locale, ou je vais même dire la productivité globale de l'État. Voilà. Donc, en conclusion de cette étude également, pour eux, la corruption va décourager même les investissements privés en créant tout le temps de l'incertitude, des risques supplémentaires et même parfois la nécessité de payer pour obtenir, un service ne serait-ce que normal. Parce que vous savez, le FMI, quand le FMI fait ses études, insiste sur le fait que dans un contexte comme le Mali, les ressources sont limitées et les besoins sont très immenses. Donc la mauvaise gouvernance va agir comme une taxe cachée sur le développement. Et chaque détournement, euh, ou chaque surfacturation, ou chaque irrégularité dans les marchés publics se traduit par moins d'écoles, moins d'infrastructures, moins d'investissements productifs. Et ça, c'est des éléments très importants à prendre en compte. Donc, face à toutes ces situations, dans un contexte malien marqué par l'instabilité politique, les pressions sécuritaires, un ralentissement de l'activité économique et une gouvernance défaillante. Donc, pour moi, il devient essentiel de comprendre comment cette corruption-là freine la création des richesses et l'efficacité de l'allocation des ressources. Donc, raison pour laquelle, dans cette étude, nous voulons chercher à vous montrer comment la corruption influence les performances économiques au Mali. Et pour cela, nous avons utilisé une méthodologie. Et notre méthodologie, nous avons d'abord fait une revue documentaire en utilisant les données de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de Transparency International,
Nous avons aussi utilisé les indicateurs macroéconomiques. Nous avons utilisé les données maliennes de 88 à 2024. Et pour pouvoir mesurer l'impact, nous avons fait recours à un modèle économétrique qui nous permet de voir l'impact de la corruption sur la croissance économique. Et l'objectif, c'est de pouvoir identifier les canaux de transmission. Et en ce qui concerne les résultats, les premiers résultats descriptifs montrent que le niveau de corruption perçu au Mali est non seulement élevé, mais également en progression récente. Parce que selon Transparency International, environ 60% des citoyens considèrent que la corruption a augmenté entre 2015 et 2019. Ça, c'est très important. Cela reflète aussi un sentiment d'aggravation dans plusieurs services publics, notamment la police, la justice, les collectivités, également la santé. Plus grave encore, 21% des usagers déclarent avoir versé un pot de vin au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Donc, scientifiquement, ce type de mesure est essentiel car il va aller au-delà même de la perception. Ensuite, vous avez l'indice de perception ici, l'indice de perception de la corruption. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus l'indice de perception est élevé, moins il y a de corruption. Plus l'indice de perception baisse, plus il y a de la corruption. Donc, dans notre cas ici, nous avons l'indice international CPI, le score du Mali est de 27 sur 100, ce qui le place parmi les pays où la corruption est perçue comme très élevée. Et très élevé parce que il y a une analyse très importante parce qu'un score plus élevé, ça signifie quand même une corruption plus faible. Donc, lorsque le Mali, en 2000, le Mali passe de 28 à 27, cela veut dire que la corruption s'aggrave parce que, pas qu'elle s'améliore, parce qu'avec aussi un classement de 135e sur 180, il faut se dire que dans le cas des pays les plus touchés, cette détérioration de -1 n'est pas quand même anodine parce que les travaux du FMI montrent qu'une baisse du CPI peut avoir un effet direct sur la croissance économique. Donc c'est très important. Ensuite, le graphique ici représente l'évolution simultanée de la croissance économique du Mali et de son indice de perception de la corruption. Des éléments importants à retenir ici, de la croissance, et nous avons l'indice de perception de la corruption. Les éléments importants à retenir. En 2012, nous avons eu un effondrement de la croissance économique au Mali, coup d'État coup d'État de ATT, suivi de l'arrêt de l'aide internationale. 2020, effondrement de la croissance dû à la période du Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2021, nous avons une reprise de la croissance, mais très fragile, autour de 3 à 4%. Et si on prend aussi l'indice de perception de la corruption ici, à partir de 2015 ici, vous constatez ici, de 2015 jusqu'en 2024, nous avons une tendance baissière. Et cette tendance baissière stagne autour de 27 sur 100. Donc, l'élément important à retenir, c'est que lorsque les institutions se fragilisent, c'est-à-dire lorsque la croissance économique elle est fragile, à la même période, la perception de la corruption est en train d'augmenter. Comme je l'ai dit, le CPI, c'est quand plus il augmente, moins il y a de corruption. Plus ça baisse, plus il y a de la corruption. Le deuxième graphique que je m'en vais vous présenter est ce que je dirais ici, l'évolution combinée ici des dépenses publiques et des recettes nationales, et également de la croissance, ou je ne sais pas, de l'évolution de l'indice de perception là, de la corruption. Donc, ce que vous allez constater ici, d'abord, nous avons une hausse, n'est-ce pas, notable entre 2018 et 2020, c'est-à-dire entre 2018 ici jusqu'en 2020, on a une hausse
des dépenses publiques. Et globalement, les dépenses publiques sont supérieures aux revenus nationaux, aux recettes fiscales. Mais l'élément important à retenir ici, au moment où la perception de la corruption augmente, c'est la même période que nous avons aussi l'augmentation des dépenses publiques. Donc, en même temps, les dépenses publiques augmentent. En même temps, nous avons le sentiment qu'il y a plus de corruption au Mali. Donc, le graphique suivant nous donne en gros la tendance du commerce extérieur et de l'indice de perception de la corruption. Maintenant, sur ce graphique, nous observons que les variations annuelles des exportations et des importations du Mali sont en gros clairement une forte volatilité. On a par exemple certaines années où les exportations augmentent de plus de 20% ou 30%, c'est ce que vous voyez ici. Puis chute brutalement. Ici, par exemple, ça chute brutalement. Et les importations suivent une dynamique similaire au choc, avec des chocs marqués. Voilà, donc cette volatilité est typique d'une économie vraiment qui est dépendante des matières premières. Ici, c'est l'or et le coton, nous le savons tous. Mais elle reflète aussi la fragilité institutionnelle du pays. Ça, il ne faut pas se mentir. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici les mêmes périodes où il y a des chutes brutales de l'exportation et de l'importation. C'est au même moment que nous percevons plus la corruption. Maintenant, en ce qui concerne les indicateurs, les principaux indicateurs institutionnels de la Banque mondiale, on voit ici que lorsque plusieurs indicateurs institutionnels sont durablement faibles, c'est ce qu'on voit ici, plusieurs sont faibles, notamment la corruption, que ce soit l'instabilité, que ce soit l'état des droits, que ce soit l'efficacité, ils se renforcent négativement entre eux. Donc le Mali n'est pas confronté à un seul problème isolé, mais vraiment un système institutionnel qui est dégradé, qui limite l'investissement et fragilise les dépenses publiques et par ricochet réduit la croissance économique. Ici, ce graphique ici qui nous montre un peu deux informations essentielles. Notamment ici, nous avons les flux d'investissement direct étranger, les IDE entrants, qui sont en barre bleue ici, et l'indice de perception de la corruption en ligne orange. Et l'objectif ici est de visualiser comment l'évolution de la corruption influence l'attractivité du Mali maintenant. Et on se rend compte que la corruption même décourage les investisseurs étrangers parce que chaque point de perte dans le CPI, dans l'indice de perception, donc renforce l'incertitude, réduit l'attractivité du Mali et limite la capacité de l'économie à financer sa croissance. Maintenant, ici, nous avons carrément l'impact même de la corruption sur la croissance économique. On voit que le coefficient de l'indice de perception de la corruption a un effet positif sur la croissance. Mais ça, c'est surtout à cause du sens de codage. Hein. Par exemple, ici, ça veut dire que si l'indice de perception augmente, si ça augmente, ça veut dire qu'il y a moins de corruption, plus il y a de la croissance. Maintenant, que ce soit les dépenses publiques, le revenu gouvernemental, la variation des importations, la variation des exportations, la population totale, toutes ces variables ont des effets positifs sur la croissance économique, sauf l'efficacité gouvernementale. C'est ce qu'on a dit dans l'étude de Oyibo, et également dans l'étude de Traoré et ses collègues. On se rend compte qu'au début, quand on va faire des réformes, ça va ralentir la croissance. Mais avec le temps, que les agents maîtrisent les réformes, ils vont s'adapter à cette croissance. Donc, en conclusion du modèle, les résultats montrent que la corruption réduit la croissance économique via trois canaux. D'abord, il y a l'inefficacité des dépenses publiques, il y a la détérioration des institutions et de baisse de l'investissement. Et il faut savoir que la corruption n'est pas un moteur de croissance. On dit ça souvent. Mais cela signifie qu'elle ne crée pas de richesse réelle. Si à court terme, certaines personnes peuvent contourner les longues procédures en payant un pot de vin, cela ne veut pas dire que l'économie fonctionne mieux. Au contraire, cela révèle que les procédures officielles sont lentes, souvent complexes et même inefficaces. Voilà. Donc, autrement dit, l'existence même de la corruption montre qu'il y a des faiblesses dans l'administration. Et ce dysfonctionnement
finit par freiner l'économie. Que ce soit les retards dans les projets, les surcroîts, etc. Donc, c'est pour ça, pour nous, les réformes prioritaires doivent donc cibler la gouvernance, la transparence budgétaire, la digitalisation, également la professionnalisation de l'administration et l'amélioration du climat des affaires. Donc, il faut une approche systémique, cohérente et continue. Et c'est ce qui va permettre de restaurer la confiance. Je terminerai ma présentation par ce slide qui nous demande certaines réflexions. Vous voyez, l'Asie et l'Afrique ont commencé aux mêmes périodes, en 1950, pour amorcer leur développement. Mais le contraste que nous avons, de 1950, l'Asie est passée d'un PIB par habitant de 1500 dollars à 12 000 dollars. Mais l'Afrique est toujours restée à la traîne. Elle est restée à la traîne et on est toujours autour de 1500 dollars. Donc, raison pour laquelle, pour répondre à cette question, pourquoi l'Asie a-t-elle réussi là où l'Afrique est à la traîne? Parce que l'Asie s'est industrialisée, orientée industrialisation, exportation, investissement massif dans l'éducation, gouvernance économique disciplinée, y compris la lutte contre la corruption, et les réformes foncières agricoles. C'est ce qui leur a donné ces résultats. Je vous remercie et voici quelques références.